Bonjour à tous et bienvenue dans Ailleurs dans le monde. C'est dans un contexte particulier que s'est tenu le sommet annuel de l'Union africaine les 5 et 6 février dernier à Addis Abeba, capitale éthiopienne et siège de l'organisation depuis 10 ans. Parmi les nombreux sujets évoqués, les coups d'État qui ont secoué le continent durant l'année écoulée, le président sénégalais Macky Sall, qui assurera la présidence tournante de l'organisation pour l'année à venir, a fait de ce sujet une des urgences de son mandat, affirmant même que l'Afrique n'est pas maudite. L'UA a en revanche choisi de ne pas afficher ses dissensions sur le sujet hautement sensible de l'accréditation d'Israël qui cristallise les tensions. Toutefois, impossible de savoir si le sommet, dont la plupart des sessions se sont déroulées à huis clos, a abordé la question de la guerre qui fait rage dans le pays hôte, l'Éthiopie. Alors que faut-il retenir de ce dernier sommet de l'Union africaine? Quel est le bilan de cette institution après 20 ans d'existence? Pour en parler, je reçois le docteur Bangaline Goran, historien à l'université de Daloa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatih, merci pour l'invitation. Et le docteur Eddy Guipier, politiste à l'université de Korogo. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatih, merci pour l'invitation. Alors messieurs, c'est la première fois dans son histoire que l'Union africaine a 4 pays membres qui en 12 mois ont été suspendus. Je rappelle le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso. Quelle est votre lecture de cette situation? C'est une crise particulièrement grave que traverse ce continent? Oui, on peut s'étonner de la résurgence, n'est-ce pas, des putschs militaires. Il faut savoir que, avant l'Union africaine en proprement parler, l'Organisation de l'Unité africaine, qui est l'ancêtre, si on peut s'exprimer ainsi, de l'UA, avait déjà, dans le sommet d'Alger de juillet 1999, prohibé les coups d'État, à sortir de sanctions pour faire en sorte que la plupart des pouvoirs soient des pouvoirs civils et que les militaires n'aient pas à s'immiscer dans le champ et dans le jeu politique. Donc c'est une, on va dire, application stricto sensu des textes qui ont préexisté à l'Union africaine. Et le fait qu'on soit dans cette situation assez inédite est un carton orange, a fortiori un carton rouge qui est adressé à l'ensemble des personnes qui veulent interrompre les processus réguliers, constitutionnels de pouvoir pour leur substituer d'autres régimes. Mais donc, à vous écouter, finalement, ça démontre l'inefficacité de ces textes, puisqu'ils sont régulièrement violés, si je peux me permettre. Alors, ces textes-là ne sont pas efficaces parce qu'il faut penser déjà le coup d'État comme un symptôme de la crise institutionnelle des États en Afrique. Depuis les indépendances, l'État est en crise en Afrique. C'est une permanence. Et de façon particulière, nous sommes dans une période où, du fait de la déstabilisation du Grand Sahel et aussi des irrédentismes, bon, dans le cas de l'Éthiopie, on peut joindre cela, même s'il n'y a pas eu de coup d'État, mais des situations sécuritaires qui prévalaient, qui étaient sous contrôle, je dirais, avant la Covid, aujourd'hui, ont pris une tournure en termes de, je dirais, de renforcement à telle enseigne que les exécutifs n'ont pas réussi à faire face à cela. Et donc, on cherche des alternatives aujourd'hui. Et il est dommage, mais en Afrique, lorsque le politique, l'exécutif a échoué, le pouvoir qui monte en puissance, c'est forcément l'armée. Et aujourd'hui, quelles conséquences tirer de cela? Aujourd'hui, ce qu'on pointe du doigt, c'est surtout la faiblesse du leadership, surtout de l'organisation. Parce que les tests ont vraiment construit un cadre de répression de ces cas de figure-là. Mais si dans l'application, il n'y a pas, je dirais, une politique de fermeté ou encore une politique qui s'applique de la même façon à tous les États, il est clair qu'on donne l'impression que finalement l'Union africaine ne tient pas elle-même à ses propres valeurs. Il y a 2 poids 2 mesures, mais justement, absolument. Il y a le cas forcément du Tchad auquel on pense. L'Union africaine a quand même décidé de maintenir l'adhésion du Tchad après la prise de pouvoir par les militaires en avril et à la suite du président Idriss Déby. Là encore, c'est du 2 poids 2 mesures. Tout à fait, on pourrait dire que c'est 2 poids 2 mesures parce qu'en l'espèce, d'aucuns ont pense que lorsqu'il y a continuité dans l'action, en l'espèce, celui qui le remplace n'est ni plus ni moins que son fils, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est pas ce qui caractérise un coup d'État. Un coup d'État, c'est l'arrêt du fonctionnement régulier des institutions. Et la constitution tchadienne était ferme là-dessus.
il fallait que ce soit le président de l'Assemblée nationale ou une autre personne qui aurait un temps précis pour organiser des élections. Dès lors que nous ne sommes plus dans des dispositions constitutionnelles, nous sommes dans un coup d'État, et ce coup d'État devait être sanctionné, devait être dénoncé et sanctionné. Alors le fait de ne pas le dénoncer et de ne pas le sanctionner, justement, c'est la confirmation de ce 2 poids 2 mesures. On a l'impression qu'il faille avoir un parrain, en l'espèce un membre de la commission, ou bien une puissance occidentale qui parraine les choses pour pouvoir se délier, n'est-ce pas, de la rigueur des textes. Alors vous nous dites effectivement, c'est pas le fait, l'affiliation qui pose problème, même si en démocratie il est rare qu'un fils succède à son père. Mais on entend des puissances occidentales et des autres pays africains que finalement cette bienveillance vis-à-vis du Tchad est justifiée par son rôle majeur dans la situation sécuritaire dont on va parler après. Ça permet de comprendre cette décision un peu particulière concernant ce pays? Je pense que dans le principe, c'est que quand on se donne des lois, il ne faut pas aménager en même temps des exceptions en se trouvant des prétextes. Le problème aujourd'hui de la souveraineté de l'Union africaine se rejaillit forcément dans sa façon de trancher les conflits. Aujourd'hui, en 2022, l'Union africaine est financée à 70% par des partenaires, des donateurs extérieurs à l'Afrique. Or, il se trouve que ces partenaires-là, généralement, conditionnent souvent cette quote-part assez majoritaire de 70%, conditionne donc l'octroi de ces aides-là par soit la validation de certains projets qu'ils soumettent à l'Union ou encore un alignement sur certaines positions qu'ils défendent. Donc quand il y a un coup d'État, on faut l'appeler un coup d'État au Tchad, que tout de suite la diplomatie française se dépêche de se prononcer, l'Union africaine ne peut pas aller contre l'opinion de la diplomatie française, tout simplement parce que c'est l'un de ses gros contributeurs. Et donc c'est quelque chose dont ils tiennent compte dans la décision. Donc aujourd'hui, ça soulève le problème fondamental de l'autofinancement de l'institution pour que, à travers cette souveraineté monétaire, puisse avoir les moyens de s'exprimer librement sur toutes les crises. Alors, pour continuer sur l'aspect sécuritaire, on a quand même beaucoup de pays, en tout cas de la bande saharienne, qui sont touchés. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, les fameuses 3 frontières. Et de nos jours, on se rend compte que ça vient vers les pays côtiers. La situation s'aggrave. Il y a peu de temps, Togo, Bénin aussi ont été frappés, la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que l'UA peut faire et qu'est-ce que l'UA attend pour intervenir et aider ces pays? Alors, l'idéal, justement, ce serait que l'UA intervienne. L'UA a des institutions, la force d'attente, si mes souvenirs sont bons, qui a été une des plus grandes victoires au niveau de la rédaction des textes après Durban, qui devait justement essayer de résorber certains conflits qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. On a l'impression que les États sont quand même livrés à eux-mêmes face à cette conflictualité qui, au demeurant, est transnationale, il faut le rappeler. Et bien entendu, on a des ensembles régionaux, comme la CEDEAO, pour ne pas la citer, ou bien d'autres ensembles sous-régionaux, comme le G5 Sahel, qui sont spécialisés pour ce qui concerne tout ce qui est du domaine militaro-centré ou de la défense en particulier. Ceci étant, l'Union africaine devrait avoir une position et devrait pouvoir accompagner, soutenir militairement, si c'est possible, ces États qui sont engagés dans cette lutte, faut-il le répéter, qui est transnationale. Et en l'espèce, on ne sent pas son rôle, on la sent vraiment très distante. Addis Abeba est vraiment loin de cette conflictualité sahélienne-là, apparemment. Sur la même question. Malheureusement, aujourd'hui, toutes les crises qui se posent en Afrique ont ce caractère transnational, que ce soit la piraterie maritime, que ce soit le problème du djihadisme dans le Sahel ou encore dans la Corne de l'Afrique, parce qu'il y a eu déjà l'expérience de Al-Shabaab en Somalie. Alors, avec Al-Shabaab en Somalie, il y a eu la force dénommée les casques verts de l'Union africaine. Mais le gros problème qui s'est posé dans l'application de cette expérience de sécurité collective, ça a été qui finance cette force. Et ça a été surtout ça, le problème essentiel des différents mécanismes qui ont été mis en place au niveau de l'UA. Déjà, il y a une difficulté à boucler les budgets même de l'Union africaine. Alors, quand il y a des structures techniques de telles initiatives, il faut contacter le Conseil de sécurité de l'ONU pour que, à défaut d'envoyer des casques bleus, on puisse mobiliser des donateurs extérieurs à l'Afrique pour financer les militaires africains qu'on va déployer. Donc, disons que l'UA agit dans la limite de ses moyens. Et l'une des grosses limites, c'est bien sûr la limite financière.
On va parler de l'aspect financier avec le bilan de la gestion de la Covid-19, mais d'abord, j'aimerais qu'on s'intéresse au dossier le plus épineux de ce sommet annuel qui s'est tenu donc les 5 et 6 février dernier. C'est bien sûr l'accréditation accordée en juillet à l'État d'Israël qui est à l'origine de vives tensions. C'est une décision controversée prise par le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a fait l'objet de discussions dont on n'a pas encore vraiment toutes les explications. Alors que s'est-il passé exactement? Israël est parti il y a 20 ans et décide de revenir au sein de l'Union africaine en tant qu'observateur. Et cette demande, visiblement, pose problème à l'Algérie et à l'Afrique du Sud. Cette demande pose visiblement problème à l'Algérie et à l'Afrique du Sud, comme vous venez de le dire, parce qu'il s'agit du vieux legs de l'apartheid. Vous savez, quand l'Organisation de l'Unité africaine a été mise en place, il s'agissait, ses premiers adversaires, outre l'intégration des États africains, ses premiers adversaires, c'était le colonialisme, puisqu'il y avait encore des colons qui étaient sur le territoire africain. La France avait encore Djibouti et les Comores. Vous avez les Portugais qui étaient encore installés. Donc il y avait d'une part la colonialité, le colonialisme et l'apartheid. Faut encore le souligner. Et que ce soit l'Algérie et en particulier l'Afrique du Sud, ce sont des États qui s'estiment être des garants moraux, des garants idéologiques aussi de la défense contre l'apartheid. Et quand vous voyez que ce sont des États qui assimilent la posture israélienne comme étant une posture d'occupation, une posture d'apartheid, alors ils ont encore ces vis-à-vis de la Palestine, bien sûr. Tout à fait, ces ressentiments-là, et ils se disent qu'ils doivent défendre, n'est-ce pas, l'Union africaine contre l'apartheid qui est prôné, n'est-ce pas, par l'État israélien. Mais est-ce vraiment une vue de l'esprit? Parce que on a le récent rapport d'Amnesty International qui parle aussi d'apartheid concernant la position d'Israël vis-à-vis de la Palestine. Je crois qu'il faut aujourd'hui choisir entre la diplomatie de l'émotion et la réelle politique. Alors, ces différents pays qui se sont dressés contre l'accréditation d'Israël ont mis en avant le principe que, étant donné que l'Union africaine avait déjà, à travers des déclarations, apporté son soutien de principe à l'autorité palestinienne, à la cause palestinienne, n'était pas cohérent en même temps de donner cette accréditation à Israël, parce que ça donnerait l'impression qu'on récompense Israël des violations qui ont été identifiées dans le conflit qui l'oppose à la Palestine. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la Palestine détient ce même statut d'observateur à l'Union africaine. Mais la Palestine n'a aucune forme de coopération, ni technique, ni diplomatique réelle avec les États africains. C'est vrai qu'il y a des représentations dans certains pays. C'est symbolique. Mais au contraire d'Israël, qui aujourd'hui est en train de révolutionner la pratique de l'agriculture dans les différents pays d'Afrique. Parce que chaque année, Israël fait convoyer sur son territoire des jeunes Africains qui vont apprendre l'agriculture au goutte par goutte. Les techniques culturelles telles que l'hydroponie, et c'est eux qui aujourd'hui sont en train de procéder à ce transfert de compétences. Alors un pays avec lequel, sinon un État avec lequel on n'a aucune coopération comme la Palestine, on accepte qu'on lui donne l'accréditation d'observateur. Par contre, un État qui est impliqué sur le continent, qui injecte des moyens et sa coopération à grand renfort d'activités soutenues, on lui refuse cette accréditation. Je vous laisse répondre, mais vous êtes en train de nous dire que quoi? Qu'un État qui ne s'implique pas financièrement, l'Afrique est constituée de beaucoup d'États pauvres. Si on devait tenir compte de leur, même au sein de l'UA, certains, au niveau de leur participation, ce ne serait que même pour la gestion de ces institutions, si on devait tenir compte de leur poids financier, il resterait que l'Afrique du Sud, tout à fait. qui a un poids déterminant. C'est pour ça qu'on les écoute finalement. Oui, on pourrait le dire, qui a un poids déterminant et qui a effectué un formidable activisme diplomatique, des gains avec le retournement de la situation concernant des États clés comme le Soudan et le Maroc. Et vous voyez justement que le chef de la diplomatie marocaine, M. Bourita, avait estimé que l'Union africaine était cornaquée et bloquée, que la position de l'Union africaine ne devrait pas être bloquée par 3 ou 4 pays. Bien entendu, un clin d'œil manifeste était fait à l'Algérie et à l'Afrique du Sud. Donc vous voyez que la question israélienne, ou du moins du conflit israélo-palestinien, sert lieu de catalyseur. En fait, elle amplifie les différences manifestes et fondamentales qu'il y a entre des acteurs hégémoniques maghrébins
ou bien de l'Afrique australe. Donc, pour éviter cela, peut-être je vous devance un peu, la solution a été d'éviter le vote, de maintenir le statu quo pour plus de réflexion, mais d'éviter le vote qui allait mettre à nu les divisions des États africains pour un 20e anniversaire qui allait être sans doute assez gâché. Sachant que ce sont quand même deux pays, mais peut-être les plus importants dans la gestion de l'Union africaine. Ce sont deux pays qui vraiment sont vent debout contre cette intégration, cette accréditation en tant qu'observateur. Quel est le fondement juridique? Parce qu'on reproche aussi à Mahamat Faki d'avoir donné son aval sans avoir parlé aux autres pays membres. Mais accepter l'accréditation, ça relève de la prérogative du président de la Commission. C'est un peu comme, ce modèle est calqué sur le fonctionnement d'un État. Lorsque un ambassadeur demande son accréditation, il se présente auprès de l'exécutif qui valide. Après, quand c'est fait qu'il n'y a pas eu de contestation des membres influents ou encore de l'Assemblée générale, ça passe. Mais quand il y a ce cas de contestation, ça pose la nécessité d'un arbitrage et qui se fait généralement par le vote. Et aujourd'hui, il est clair que en plus de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, il faut ajouter aussi le Nigeria, qui est l'un des gros contributeurs, l'un des 5 gros contributeurs, qui est aussi dans une posture d'opposition diplomatique dogmatique à la présence d'Israël sur le territoire africain, parce qu'il y a chez eux le dossier Ibo, qui, avec les organisations sécessionnistes, qui se sont autoproclamés parmi les tribus perdues d'Israël et qui font qu'il y a un échange assez intense entre les Juifs américains et ces Ibo-là, qui font que l'État fédéral craint que ces Ibo ne s'appuient sur Israël pour réveiller leur projet de sécession. Donc, ils ont, disons, une certaine animosité vis-à-vis d'Israël. Donc, il faut joindre en plus à l'Afrique du Sud et à l'Algérie, il faut joindre aussi les Nigeria, qui sont des nations de poids. Et donc, ils essaient de faire contrepoids à cette accréditation, mais il est clair que si on va au vote... mais justement, quelle sera l'issue, à votre avis, de ce dossier? Alors, sans présager de cette issue, je pense que mon collègue et cher frère enseignant-chercheur dira certainement que la position israélienne pourra prévaloir, parce qu'Israël a beaucoup de représentations diplomatiques, Israël a un investissement qui ne se limite pas seulement à l'agriculture. Pensons un peu au monde de la défense, dans lequel Israël est très présent, et c'est un État qui n'a pas les mêmes moyens que le petit poussé palestinien. Vous voyez quand même qu'il s'agit de positions dogmatiques, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lait de l'avant-chute du mur de Berlin. Et c'est une position quand même ce sont des positions, je parle de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, qui sont des positions pour lesquelles elles ne veulent pas varier. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elles pourront prévaloir sur celles de l'ensemble des pays qui font du commerce, du business, permettez-moi cette expression, avec Israël, qui ont des représentations diplomatiques, et qui n'ont aucun problème avec le fait que ce soit Israël ou même la Palestine soit un État observateur. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur le dossier la Covid-19, parce que là, c'est le premier sommet en présentiel depuis l'apparition de cette pandémie. Alors, quand la pandémie est survenue, on a entendu parler d'effacement de dette, de task force, avec des noms prestigieux qu'on allait mettre au sein de toutes ces entités. Bon, messieurs, quel est le bilan que vous faites de la gestion de la pandémie par l'Union africaine? L'Union africaine a été dépassée par l'ampleur de la crise. Déjà parce que les mécanismes internes qui ont été mis en place, déjà il y a eu le CDC Afrique, qui est le centre de contrôle et de prévention des maladies, qui a été mis en route en 2017, créé en 2016, mais qui a commencé à fonctionner en 2017, sur le modèle, en pensant être une réponse à l'expérience d'Ebola. Donc aujourd'hui, après, je dirais, la mise en route 2017, 3 ans après, il y a une crise, mais cette fois-ci qui dépasse largement les dimensions du choc provoqué par Ebola. Donc déjà, les infrastructures qui existaient avant l'éclatement de l'épidémie ne pouvaient pas répondre aux attentes. Alors de sorte que finalement, au lieu de la réponse logistique, de la réponse monétaire, ça a été plutôt une réponse en termes de déclaration, de plaidoyer auprès des partenaires internationaux. Encore une fois, la politique la met tendue, notamment à travers le programme COVAX, qui est une initiative de l'ONU qui a été aussi déployée en partenariat avec l'Union africaine, de sorte à
Bon, l'objectif au début, c'était de dégager 1,5 milliard de vaccins pour vacciner 60% de la population africaine. C'est le seuil qui a été fixé pour atteindre l'immunité collective. On en est loin. Aujourd'hui, on en est très loin à 10%. Oui. Donc, si on apprécie à partir de ces indicateurs-là, 60% visés, on est à 10%, c'est clair que le bilan n'est pas vraiment bon. C'est un échec? Alors, c'est un bilan vraiment contrasté, pour ne pas dire un échec. Nous avons une organisation, il faut le répéter, qui n'est même pas autosuffisante au point de vue de finances. Une organisation qui a fêté un siège qui lui a été offert par la Chine. Ceci étant, en amont, en tant que politiste et internationaliste en particulier, on a vu comment est-ce que les organisations internationales, les organisations d'intégration, que ce soit régionaux ou communautaires, se sont effondrées devant la puissance d'un mini-virus. Vous avez cette même problématique-là qui a fait fondre l'Union européenne, où tous les États ont fermé leurs frontières et n'ont fourni aucune aide à l'Italie. Et l'Italie a été aidée, par exemple, par un pays comme Cuba, qui est ostracisé par l'Union européenne. Comme quoi, la solidarité en temps de crise, cette intégration... elle est factice, finalement. Apparemment, elle est factice. Les réalistes... Chacun pour soi et Dieu pour tous. Tout à fait. Les réalistes au sein des relations internationales vous diront que face à cette anarchie, tout le monde se replie vers soi. Et c'est ce qui s'est passé. L'Union africaine n'a été à peine qu'une courroie de transmission de l'OMS. Et vous voyez que pour résorber cette crise, il aurait fallu avoir des moyens dont l'Union africaine ne dispose pas. Et vous avez vu quand même que les États les plus puissants ont été impactés durement. Vous avez les États maghrébins comme le Maroc, ou l'Algérie, ou bien un État comme l'Afrique du Sud qui a été durement impacté. Et la réponse a été effectivement souverainiste, elle a été interne, en lieu et place d'une mutualisation des moyens des efforts pour y répondre au niveau de l'Union. Mais peut-être, petite touche positive, on a enfin la première usine pour la fabrication des vaccins, en tout cas sur le plan local, sur le continent. Oui, aujourd'hui, c'est peu, mais c'est déjà acté. Il y a l'expérience, par exemple, de l'Institut Pasteur du Sénégal qui entre en production en 2022. Il faut espérer que, disons, le nombre de vaccins produits sera suffisant pour couvrir l'Afrique occidentale francophone et les autres États. Alors, vous me permettez de faire une bonne transition en parlant du Sénégal. Macky Sall succède en tout cas à Tshisekedi pour la présidence tournante de l'Union africaine. Quelques mots peut-être sur le bilan de la présidence de Tshisekedi. On bascule rapidement sur la vision de Macky Sall et le ton qu'il va donner à sa présidence. Sur Tshisekedi, qu'est-ce qu'on retient? À part peut-être un rapprochement visiblement avec le Rwanda. Oui, un rapprochement dans le cadre de sa présidence. Tshisekedi, a été élu dans les conditions que l'on connaît, a été rapidement adoubé par ses pairs en ayant cette responsabilité internationale intéressante pour son pays. Ça a permis de donner de la visibilité à un pays de 2 345 000 km² qui a, en fonction des statistiques, plus de 70 à 80 millions d'habitants. Donc positionner, n'est-ce pas, le Congo au cœur des conflits, de la résolution des conflits et au cœur de la scène internationale. Je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a pu le propulser. Et à défaut d'avoir une légitimité interne, ça lui a donné une sorte de légitimité internationale. Donc, il n'y a pas eu d'impair majeur pour un président, j'ai envie de dire jeune, au titre de sa première mandature, etc., de son inexpérience aussi, parce qu'il n'a pas été ministre, etc., avant d'être président de la République. Et donc, je pense qu'il s'en sort à bon compte. Il a essayé de ménager un peu les susceptibilités. Il n'y a pas eu de grande friction. Il s'est imposé sur certains dossiers. Et il transmet le relais. Je dirais que ce n'est pas une patate chaude à Macky Sall, qui a beaucoup plus d'expérience et qui, vous rappelez, a été président de la CEDEAO à un certain moment. Et dont le ton semble être donné. Il nous dit, c'est bien de le rappeler, que l'Afrique n'est pas maudite. On va dire de dire qu'il n'y a pas de fatalité sur ce continent, malgré toutes ces difficultés qu'on accumule. C'est quand même quelqu'un qui a un style assez franc. Dans plusieurs sommets ou en tout cas conférences internationales, Macky Sall parle assez franchement et crûment. À quoi on doit s'attendre? Enfin, il y aura plus de leadership dans cette présidence? Alors, je pense que le premier test pour lui, ça sera justement sa région d'origine, c'est-à-dire l'Afrique occidentale francophone, où il y a des régimes militaires dont la tendance est plutôt à prolonger les transitions. Et donc, il y a ce premier défi-là à relever. Mais un autre défi dont on ne parle pas souvent, auquel est confrontée l'Union africaine, c'est la crise du pays hôte. Je voudrais qu'on en parle juste après. Mais allons-y alors. J'allais donner un dernier mot. L'Union africaine a envoyé un émissaire, le président Olusegun Obasanjo, qui a été
carrément est conduit par le Premier ministre Abiy Ahmed au prétexte qu'il s'agissait d'une crise interne et que l'Union africaine n'avait rien à y voir. Donc déjà, ça c'est un autre dossier qu'il faut reprendre en main. Et en plus encore, pour ne pas arranger les choses, en face, les rebelles tigréens accusent l'Union africaine de partialité en faveur du gouvernement éthiopien. Donc, il faut déjà démêler ce conflit-là. Mais il y a aussi un enjeu économique à la présidence de Macky Sall, c'est le problème des droits de tirage spéciaux. Et le fonds qui a été dégagé par le FMI, un fonds de 500 milliards qui a été dégagé par le FMI, dont le pourcentage qui avait été, disons, orienté, affecté à l'Afrique, était assez dérisoire. Donc, il y a eu cette tendance au niveau de l'Union africaine à plaider auprès des partenaires pour qu'on puisse relever la part de l'Afrique à au moins 100 milliards. Et avec l'engagement des États-Unis, de la France et de la Chine qui ont consenti à prélever sur leur portion de droits de tirage pour le réaffecter à l'Afrique, on s'approche de ces 100 milliards-là. On espère que Macky Sall pourra aussi pousser dans ce sens-là pour débloquer les choses. Et dernière chose, avant de passer la parole, parce qu'il fait partie de ceux qui plaident pour que l'Afrique obtienne 2 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, bon, on s'attendait à un siège. Lui, il est de ceux qui sont assez optimistes. Donc, on estime que, bon, s'il souhaite 2 sièges, on suppose qu'il a les arguments et qu'il saura, encore une fois, faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix, parce que jusque-là, cette histoire de siège à l'ONU est devenue une compétition des différents candidats, de sorte que l'Union africaine ne dégage pas une position ni une candidature unique. Non. Et les Européens utilisent cela à chaque fois qu'il y a un conflit. Ils viennent voir le leader régional pour dire « range-toi de notre côté » et puis après on soutient ta candidature. Donc c'est devenu un fonds de commerce pour eux dans la dispute entre le Nigeria, l'Afrique du Sud et puis l'Égypte. Voilà, donc aujourd'hui, si, grâce à sa présidence, on peut clairement dégager des critères de sélection pour identifier un seul candidat et que l'Afrique entière porte ce candidat au Conseil de sécurité, je pense que ça peut aboutir. Donc, il est attendu aussi à ce niveau-là. Je pense que mon collègue vient d'évoquer beaucoup de choses. Alors, le dossier, concernant le dossier éthiopien, nous savons tous que la plupart de ces conflits internes sont considérés par les gouvernements comme des opérations de police interne. Je parle sous son contrôle d'historien. La guerre d'Algérie, par exemple, elle n'a jamais été... La guerre d'Algérie, c'est une appellation a posteriori. Durant la période de la guerre d'Algérie, on parlait des événements d'Algérie. Donc, il s'agissait d'une opération de police interne. Parce que reconnaître déjà que c'est une guerre, ça nous fait reconnaître un interlocuteur et ça nous donne une certaine légitimité pour négocier, etc. Chose que les autorités, ou du moins dont les autorités éthiopiennes n'ont pas envie d'entendre parler. Ceci étant, il faut concéder quand même, que ce soit au président Macky Sall ou aux Sénégalais en particulier, une sorte comment dirais-je, de puissance diplomatique. On sait tous que les Sénégalais ont eu des diplomates de talent. Je pense à Moustapha Niasse, je pense à Cheikh Tidiane Gadio, je pense à Madické Niang, etc., pour ne pas les citer. Et donc, nous, l'un mis dans l'autre, avec cet activisme diplomatique qu'on reconnaît aux Sénégalais, on sait que le président Macky Sall saura s'en tirer, surtout, comme je l'ai dit, qu'il a une très bonne expérience en la matière parce qu'il a déjà été président de la CEDEAO il y a quelques années. Donc, on espère que, à part la situation interne dans son organisation régionale d'origine, qu'est la CEDEAO, il aura à cœur de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de cet ensemble africain qui, faut le reconnaître, pour ses 20 ans, est quelque peu en crise. Ce sera les mots de la fin. Merci, messieurs, pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation. Il est clair que nous devons trouver une solution africaine à nos problèmes et qu'elle ne peut être trouvée que dans l'unité africaine. Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourra devenir pour de bon l'une des plus grandes forces de ce monde, de Kwame Nkrumah. C'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à la semaine prochaine.